recommencer enfin, 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 enfin. On sent quand même que les chaînes se réveillent un peu, quoi, surtout du service public, c'est-à-dire que enfin on revoit notre argent des impôts, parce que faut pas se leurrer, hein, toutes les subventions qui sont données aux chaînes, c'est nos impôts, donc on revoit l'argent qu'on donne à ces gens-là indirectement, on les revoit popper dans des films un peu plus intéressants, parce que j'en parlais encore avec ma mère là, de l'époque des années 90, même début des années 2000. On avait tout l'été, mais je dis bien tout l'été, on avait des shows en direct. On avait le Club Dorothée qui était en direct. Donc même s'ils étaient en vacances sur une île à un moment donné, ils étaient en direct avec nous, ils nous balançaient des dessins animés. On avait sur France 3 le service public, on avait des émissions qui faisaient le tour des plages avec des concours de chant, tout ça pour les gens pas connus, tout ça, avec des animations et tout ça en direct, en direct tout l'été. Ceux qui partaient pas en vacances, il y avait des émissions en direct tout l'été. Même le vélo avant le vélo, t'avais le départ du tour qui était en direct, tout ça. Même ça, ils l'ont viré en fait. Et c'était vraiment, et c'était avant l'été, tu vois, le Tour de France, c'était un peu avant l'été. T'avais pas encore commencé l'été, que t'avais ce départ du Tour de France, une émission, oui, en direct, qui s'occupait, qui parlait de la ville là où ils étaient arrêtés, au jour le jour, en parlant de la cuisine, en parlant des traditions et tout ça. Et après l'été, t'avais des émissions et tout ça, t'avais le Club Dorothée, t'avais l'émission du Tour des plages, tout ça, t'avais plein de trucs en direct, à défaut peut-être d'avoir des films à l'époque. C'est vrai qu'à l'époque, c'était surtout Canal+, qui nous mettait des films, tout ça, enfin, évidemment, c'était crypté, mais t'avais une chaîne, c'était la 5. La 5, c'était pas une chaîne du service public. Et cette chaîne-là te passait plein de feuilletons fantastiques sur les loups-garous. Il y avait le voyageur, enfin, ouais, le voyageur, c'était, je crois, c'était la 5, pas France 5, la 5. Et plein de films comme Alien, le 8e passager, plein de films fantastiques. Cette chaîne-là, elle nous passait vraiment des films incroyables, des films évidemment plus violents que tu ne voyais jamais sur les autres chaînes. Et les autres chaînes, à part le dimanche, mais la 5, cette chaîne-là était vraiment incroyable. C'était avant que M6 existe, hein, parce que M6, je sais pas, quand ils ont débarqué, M6, je crois ils ont dû débarquer. Ah si, t'avais X-Files. Et c'était M6 qui avait mis X-Files, donc M6 ils ont dû débarquer début des années 90 en fait. Donc ouais, la 5 a dû mourir début des années 90, peut-être fin des années 80. Ouais, c'est compliqué, mais bon, peu importe, ça c'était les films, mais c'était pour dire que les étés, t'avais plein de trucs en direct pour les gens qui partaient pas en vacances. Et nous, bah, on partait pas en vacances parce qu'on vit. En fait, c'est ironique, c'est qu'on vivait au bord de la plage. Toi, la maison de mon enfant, c'était le bord de la plage, c'était des endroits de vacances pour tous les Parisiens. Là, on vit en Normandie, donc c'est vrai que c'est un peu les vacances qu'on était à Rion, en Auvergne. L'été, on repartait finalement dans notre maison de Normandie, tout ça. Donc, on est très très peu parti en vacances, sauf quand j'étais très très jeune, c'est-à-dire j'ai des photos de moi et je me rappelle vaguement certaines choses et d'autres, j'étais beaucoup trop jeune, où on partait un peu plus en vacances, mais après, bon, c'est vrai que mes parents ils devaient travailler un peu plus et tout ça, voilà, il fallait rembourser un peu les frais, les machins, les dettes et compagnie. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que bon, mais bon. Donc c'est vrai que au moins l'été, et bah t'avais des choses à regarder. C'était vivant, les directs c'est déjà en soi vivant. T'es pas tout seul comme un con, c'est pas un truc enregistré comme ces saloperies d'émissions de Noël qui sont enregistrées 3 mois à l'avance, où ils sont là en train de faire l'émission de Noël ou le décompte du jour de l'an, quoi. Où ils te font le décompte du jour de l'an, ils sont là en train de s'amuser entre eux, faire des blagues entre eux. Putain, mais c'est un glauque, c'est un glauque. Au moins, je vais dire une chose, pour tout ce qui est divertissement, aujourd'hui c'est de la grosse merde. Ça n'a plus aucun intérêt, franchement. Pour les films, bah, il y a des films sympas, on a comme des chaînes comme Arte et tout ça, qui, tu vois, te passent pas mal de films sympas, mais l'été, c'est mort, c'est un mort. C'est tellement mort, et puis t'as eu toutes les
un gars qui fume dedans par exemple, des trucs comme ça. Mais quand même, je râle énormément, mais au moins pour les films, j'ai quand même réussi à te trouver quand même quelques petites pépites ici ou là. Et là, et là, et là, je vais commencer ma vidéo. Bon, maintenant, ça sera plus des vidéos courtes, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Ça sera des vidéos style bavardage sur le canapé où je vais quand même blablater un max de pas mal de choses et aussi de sujets. En plus de te proposer 5 films par semaine. Parce que cette semaine, il y a 2 films sur 5. 2 films sur les 5, ils font partie de mon top 10 de mes films préférés. Donc là, je me suis dit, waouh, quand même. Et le tout premier, c'est France 5. Voilà, France 5, donc une chaîne du service public qui nous redistribue un peu de sous, on va dire, de nos impôts. Hein. Après être parti en vacances et en mettre plein les poches tout le long de l'année, enfin on redistribue en passant un chef-d'œuvre de la comédie romantique, le film ultime de la comédie romantique. C'est le mardi 26 août à 21h sur France 5, c'est Quand Harry rencontre Sally. Alors ce film quand même, faut le dire, c'est un film juste incroyable. Voilà, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos parce que évidemment il fait partie de mes films préférés. Et ce film-là, je me suis éduqué, on va dire, à l'amour, à la drague, avec ce film-là. Alors, tu vas rigoler si tu vois le début, tout ça, mais ce film-là, en fait, je vais pas y aller par 4 chemins, je vais te le vendre à fond les ballons. Si tu cherches le secret du bonheur, au moins en amour, il est dans ce film-là. Il est dans ce film-là, bien caché, bah, il est dans ce film-là. Tu cherches, tu te démerdes, il est là. Il y a quelque chose dans ce film-là qui est plus que quelque chose de feel good. C'est comme si c'était un film éducatif sur la vie de les relations, la vie de couple et tout ça. Non mais ça paraît ridicule comme ça. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui avec le monde, les mœurs d'aujourd'hui où les gens se prennent la tête pour un rien, ou même Blanche-Neige, ouais je sais plus Blanche-Neige qui a mangé la pomme là, qui tombe dans les... Si elle est maudite ou je sais pas quoi, et que le prince, pour la sortir de la malédiction, doit l'embrasser. Ah putain non, il a pas demandé l'autorisation. Mais putain, elle a subi une malédiction bordel. Comment veux-tu qu'elle lui demande l'autorisation de l'embrasser quoi? Putain c'est bon, il va lui rouler un palot, il va lui sauver les miches. C'est bon, on va pas nous faire chier. Ouais stop, on arrête tout là. Je suis totalement énervé de fou quoi. Je sais pas ce que je vais garder dans le début de l'émission, mais je suis totalement énervé de fou. C'est dingue hein. Ils m'ont énervé tous autant qu'ils sont. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi. Quand je vois moi, ma génération, où j'ai vécu les meilleures années en France, pour moi, 80-90, c'était les meilleures années en France. Et on va dire avant Première Guerre mondiale. Avant Première Guerre mondiale et après toutes les révolutions, l'esclavagisme industriel et tout ça. Et avant Première Guerre mondiale, l'époque jeunesse Marcel Pagnol, on va dire. Et années 80-90, je pense que là, c'était vraiment des belles époques. Vraiment intéressantes. Après, c'est parti en freestyle, évidemment. Et quand Henry rencontre Sally, bah il était vraiment au pic de cette époque. Hein. Il est sorti en 89. Hein. Et c'est vrai que ce film-là, il fait un bien fou. Il te motive, en fait. C'est un motivateur à aller rencontrer du monde, à aller draguer. Et à la fois, c'est un film qui est très très doux. Alors certes, il va pas plaire à certaines personnes, pour pas les citer parce que ça m'énerve. Parce que au début du film, voilà, ils draguent, voilà, ils font preuve d'une lourdeur, quoi qu'il y a rien de vraiment, il y a rien vraiment de, de problématique, mais je suis sûr qu'il y a bien des gens qui vont trouver un problème à ce film-là. Et en fait, c'est un film super doux, avec entrecoupé en fait de témoignages de couples, de vieilles personnes qui témoignent de leur amour et tout ça. Et je trouve ça vraiment touchant. C'est un film qui se passe sur plusieurs époques en fait. Et au départ, donc t'as Harry. Attends, je vais peut-être te lire le synopsis. Ce sera plus facile, puis après je vais compléter. C'est un film de 89, c'est une comédie romantique. À la fin des années 60, Harry et Sally viennent de terminer, chacun de leur côté, leurs études. Harry profite de la voiture de Sally pour retourner sur la côte Est. En chemin, il tente de la séduire, mais elle le repousse. 5 ans plus tard, ils se croisent par hasard dans un avion. Chacun a une liaison heureuse en apparence.
5 nouvelles années passent. Sally est seule à présent. Harry vient de divorcer. Donc tu vois, t'as quand même trois grosses, peut-être une cinquième quand même aussi, parce que on va dire que t'as trois périodes, grosses tranches de vie dans ce film-là. Première tranche de vie, c'est des jeunes étudiants qui font le voyage ensemble jusqu'à New York après leurs études. Harry laisse sa petite copine, voilà, et il part avec Sally comme ça, puis il lui fait une drague de malade, quoi. Mais une drague de malade. Il la drague comme un malade et tout ça. Et en fait, il lui dit, Sally lui dit, mais c'est dommage, j'aurais aimé avoir un ami à New York, tu vois. Donc ça se finit un peu triste, c'est assez triste. Et Harry lui dit, bah non, on peut pas être amis parce qu'il y a toujours le côté sexuel qui vient, machin, tout ça, le pointer de bout de son nez, toi. Ça, c'est ce genre de propos, certains, ça va pas leur plaire, peu importe. Ça se finit un peu tristement. Et après, ils se revoient plus, peut-être quelques années plus tard, eux ils disent quoi, 5 ans. Ouais, donc ils se recroisent 5 ans plus tard dans un avion. Harry est marié et elle est en couple avec un gars que Harry connaissait apparemment. Et bah, le courant passe toujours pas, quoi. C'est un courant un peu bizarre et tout ça. Donc tu vois leur évolution. C'est des passages très très courts, ça en fait. Ça, c'est un passage qui est assez court. Et après, 5 ans plus tard, on rentre vraiment dans le film. Quand bah, ils sont à maturité, alors je sais pas, ils doivent être dans la trentaine, quoi. Ils sont dans la trentaine. Harry vient de divorcer, il est totalement dépressif. Et Sally vient de rompre et tout ça. Et finalement, là, il y a le courant qui passe. Il y a quelque chose qui passe de fou. Et ils deviennent amis. Ils deviennent d'abord amis. Et après, etc., etc., évidemment, il y a une romance autour de ça. Et ce film-là, je trouve que c'est un film de vie. Tu vois toute la vie d'une histoire, d'un couple, en fait. Tu vois toute la vie en plusieurs étapes. Et en fait, je trouve que ce film-là, il est très très inspirant pour toi, ta propre vie. Pour peut-être ne pas passer à côté de certaines choses après. Il n'y a pas dans ce film-là de côté regret, tout ça et compagnie. Dans ce film-là, il y a vraiment toute une vie d'un couple qui se rencontre, ça se passe mal, etc., etc. Puis à un moment donné, ils deviennent amis, etc. Il y a toute cette vie-là, cette romance qui, je trouve, est énormément touchante. C'est très agréable, c'est très doux, c'est super feel good. Ça, c'est un beau film, c'est très inspirant. C'est avec Billy Crystal, Meg Ryan, Bruno Kirby et Carrie Fisher. Carrie Fisher qui est la princesse Leila qui nous a quittés. L'actrice nous a quittés. Et c'est touchant aussi de revoir Carrie Fisher dans un autre rôle que la princesse Leila où elle joue aussi une romance secondaire dans Quand Harry rencontre Sally. Et c'est vraiment touchant de la revoir dans ce film-là. Voilà. C'est touchant quand même de la revoir. Donc c'est vraiment un super film que je peux que te conseiller. Donc alors on part sur jeudi 28 août 2025. Donc on a Boyhood à 21h sur France 4. Alors Boyhood c'est particulier. C'est un film de 2014. Alors je vais te lire le synopsis d'abord. Mason, 6 ans. Si j'y arrive. Mason, 6 ans, vit dans la banlieue d'Austin avec sa mère, Olivia, et sa sœur aînée, Samantha. Son compagnon parti, Olivia décide de reprendre sa vie en main et de s'installer à Houston, où habite sa mère afin de suivre des études. C'est alors que celui-ci réapparaît. Cependant, Olivia a tourné la page et craqué pour l'un de ses professeurs. Mason verra son père, dont il se sent très proche, un week-end sur 2. Les années passent. Donc, c'est un film très particulier parce que ce film a été produit sur 12 années. Donc, ils ont commencé le film avec un gamin de 6 ans, d'accord, avec deux acteurs connus, c'était Patricia Arquette et Ethan Hawke. Et ils ont toutes les années suivi, enregistré des petites séquences chaque année en fait, pendant 12 ans. Ce qui a fait un film au final où on voit un gamin de 6 ans passer à l'adolescence jusqu'à ses 18 ans. Voilà. Donc ils ont accompagné un acteur jusqu'à ses 18 ans, de 6 ans à 18 ans. On voit vieillir évidemment Patricia Arquette et Ethan Hawke. Et c'est un film assez perturbant. C'est un concept tellement original que je peux que te proposer ce film-là. Je l'ai vu une fois, il m'a marqué un petit peu. C'est le concept qui m'a le plus marqué qu'autre chose. Après, il se regarde comme un film assez banal en fait. Et
j'ai envie de le revoir pour me refaire un nouvel avis dessus. Le réalisateur qui s'appelle Richard Linklater avait fait aussi, ça je les ai pas vus mais ça m'intéresserait de tomber dessus sur les 3 films d'affilée parce que j'ai dû tomber sur le deuxième. Donc il a fait une trilogie de films tous les 9 ans en fait. Le premier c'était en 95 avec Julie Delpy et Ethan Hawke toujours, qui est son acteur préféré, enfin son acteur fétiche on va dire, pas préféré mais fétiche, avec qui en 95 il a fait un film avec Julie Delpy, donc une histoire d'amour, une romance avec ces 2 acteurs là. Il a fait la suite 9 ans plus tard, toujours avec les mêmes acteurs, plus vieux de 9 ans qu'on vieillit. Et encore 9 ans plus tard, un 3e film, toujours avec ces 2 acteurs, Ethan Hawke et Julie Delpy, qui ont vieilli de 18 ans par rapport au premier film. Donc une trilogie qui dure sur 18, enfin pas qui dure sur 18 ans. Donc il reprend finalement, il reprend l'histoire, le même couple et les mêmes acteurs, plus vieux de 9 ans à chaque fois. Les films c'est les Before Sunrise en 95, Before Sunset en 2004 et Before Midnight en 2013. Donc c'est un réalisateur à concept. Je crois qu'il y a un autre film comme ça, je suis pas sûr que ce soit lui qui l'ait fait, avec une fille et un lion. Et il va un truc comme ça, alors je sais, peut-être en cours, attention, c'est peut-être en cours aussi. Donc voilà. Donc Boyhood, si t'es intéressé pour voir ce film-là, concept, donc c'est un film qui a été tourné sur 12 années. Et bah, si t'es curieux, c'est le jeudi 28 août sur France 4 à 21h. Donc on passe à vendredi 29 août 2025 évidemment, avec un flic à la maternelle à 21h05 sur Gulli. Donc voilà, ça c'est un film vraiment de mon enfance, hein. C'est Schwarzenegger qui joue dedans, évidemment. Donc Schwarzenegger dans une comédie, ça me paraissait bizarre à l'époque. Je me rappelle, je me dis, voir Schwarzenegger dans une comédie, je suis pas sûr que je voulais voir ça. Et en fait, ce film-là, je trouve que c'est un film réussi. Je l'ai trouvé réussi pour l'époque. C'est un film qui est une bonne bouffée de nostalgie, quoi. C'est vraiment une bonne petite comédie avec un Schwarzenegger qui s'essaye à la comédie. Il y avait Jumeaux aussi. Il y avait ces 2 films avec Schwarzenegger qui étaient dans un rôle de comique, on va dire. Dans ces 2 films-là qui m'ont marqué énormément. Tous les films de Schwarzenegger m'ont marqué, quasiment. Mais ces 2 films-là, dans le genre comédie, il y a une saveur particulière. De voir ce gars-là jouer dans des comédies comme ça, une petite saveur particulière qui est assez douce, assez feel good, mélangée à la nostalgie qui pour moi, donc c'est aussi un film que moi je me conseille de revoir, tu vois. Bon, il était sur Netflix aussi, donc j'avais dû en parler, mais voilà, si tu l'as pas vu, je peux que te le conseiller, ça reste un bon film, attention. C'est pas parce que je parle de nostalgie que c'est une bouse sans nom. C'est un film de Ivan Reitman. Et oui, Ivan Reitman, c'est le réalisateur de SOS Fantôme 1 et 2, avec notamment Bill Murray et Harold Ramis, et Dan Aykroyd aussi. Et comment il s'appelle le 4e? Je sais plus. Je vais te parler de l'histoire. C'est un film de 1990, une comédie. Après plusieurs mois de traque, John Kimball, flic solitaire et dur à cuire de Los Angeles, a réussi à arrêter Cullen Crisp, un redoutable trafiquant de drogue. Mais pour pouvoir le faire condamner, il a besoin du témoignage de la femme de Crisp, qui s'est réfugiée avec son fils à Astoria, une petite ville de l'Oregon. Donc en fait, là où il y a des synopsis qui te racontent tout le film, là ils te racontent pas le film en fait. En fait, pour aller déloger cette femme de cet ancien mafieux là, enfin cet ancien truand qu'il a arrêté pour qu'elle vienne témoigner, il faut d'abord la retrouver. Apparemment, elle serait dans une ville, machin, tout ça, et elle aurait un gamin. Donc à un moment donné, lui il part avec une collègue féminine policière qui, elle, est censée travailler en tant que professeur dans une maternelle, tu vois. Et pour essayer de guetter, voir s'ils vont pas retrouver cette femme-là pour qu'elle vienne témoigner, en fait. Sauf que elle,
cette tartuffe, elle est totalement malade. Et c'est Schwarzenegger lui-même qui est un flic bourru, tout ça, qui va être obligé de prendre la place de professeur de maternelle. Il va se retrouver confronté à plein de petits monstres, on va dire. Bon, ça va être compliqué. Bon, évidemment, c'est un peu exagéré aussi, parce que les gamins, ils se comportent pas comme ça, mais bon, on est toujours un peu dans l'exagération. Donc ça donne une bonne petite comédie. Et puis le reste, bah, tu verras par toi-même si t'es intéressé pour le voir. Donc voilà, ça c'était vendredi 29 août à 21h05 sur Gulli, avec Schwarzenegger, Pamela Reed et Penelope Ann Miller. Donc on passe au dimanche 31 août 2025 avec US Marshall à 20h55 sur RTL 9. Donc, alors US Marshall, c'est pareil que le négociateur en fait. Ça fait partie des films que j'ai découvert en DVD. C'était un boîtier Snapcase Warner, comme ceux que je t'avais montré la semaine dernière, tu vois. Et dans un short aussi, je te montre ces Snapcase là. Bah, je l'avais acheté comme ça et je l'avais découvert à cette époque-là. Donc c'est vrai que ces films de cette époque-là ont une saveur assez particulière. C'est la petite nostalgie du début des DVD qui résonne en moi et j'ai envie de le revoir. Donc US Marshall, c'est un film de 98. Attends, oui, 98. Ah, est-ce que j'ai deux films de 98? C'est un film de 98, un film policier. C'est la suite du Fugitif avec Harrison Ford et Tommy Lee Jones. Donc c'est la suite en fait. Dans Le Fugitif, bah, c'était un médecin qui, soi-disant, avait commis un crime et à un moment donné, dans un accident de route d'un camion, on va dire, pénitencier, il s'échappe en fait. Le gars s'échappe, le médecin s'échappe. Et là, t'as des US Marshall avec Tommy Lee Jones et Joe Pantoliano, c'est ça? Joe Pantoliano, l'acteur, qui traque le fugitif. Voilà, ça c'était le fugitif, le film Le Fugitif. Bon. US Marshall, on reprend. Donc il n'y a plus Harrison Ford, c'est pas le même réalisateur non plus. Et on reprend les US Marshall qui vont traquer Wesley Snipes, l'acteur, qui a, je sais plus trop l'histoire, hein, qui vont traquer Wesley Snipes. Et bah voilà, c'est à peu près la même chose, c'est une traque de Marshall, joué par Tommy Lee Jones et son équipe, la même équipe, qui vont essayer de retrouver ce gars-là et tout ça. Et je vais te lire le synopsis quand même. Suite à un accident de la route, les policiers de Chicago parviennent à retrouver la piste de Mark Roberts, soupçonné d'un double meurtre. Celui-ci est arrêté et confié au marshal Samuel Gerard, qui doit le surveiller durant son transfert vers New York, à bord d'un avion avec 20 autres prisonniers. Durant le vol, Robert parvient à prendre une arme et tire sur un hublot. L'avion s'écrase alors dans l'Ohio. Dans l'Ohio. Dans l'Ohio. Voilà, c'est quoi ce synopsis de merde aussi? C'est vrai. Bah, je pense ceux qui sont là, qui sont prêts par Google. Donc c'est un gars qui est traqué par les marshals qui veulent le mettre en prison, mais il y a un loup. Il y a un loup parce qu'apparemment il y a quelqu'un d'autre qui veut lui faire la peau. Mais pourquoi donc? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, c'est une histoire intéressante avec Tommy Lee Jones, Wesley Snipes, Robert Downey Jr. et oui, et Joe Pantoliano. Alors Joe Pantoliano, peut-être que ça te dit rien, mais c'est un acteur qui a joué dans Matrix, le tout premier Matrix, et qui a joué dans Bad Boys aussi, dans un rôle secondaire, qui joue un flic. Non, il joue pas le flic, il joue le chef dans Bad Boys. Ouais, je crois que c'est lui. Parce que je l'entends, je me rappelle, je le vois en train de gueuler sur Will Smith et tout ça, toi. Donc ouais, Joe Pantoliano, c'est le chef de la police dans Bad Boy, what I gonna do, pam pam pam. Donc voilà, et le réalisateur c'est Stuart Bird qui a notamment réalisé Ultime Décision avec Kurt Russell et Steven Seagal. Un film intéressant, un film d'action vraiment sympa. Voilà, et on va finir avec le dimanche 31 août toujours à 21h10 sur Sister. Et là c'est un de mes autres films préférés. C'est mon deuxième autre film préféré de cette semaine, qui fait partie de mon top 10 aussi. C'est L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Ça, c'est un putain de
c'est un chef-d'œuvre incroyable. Je l'ai découvert en DVD. D'ailleurs, j'avais des DVD là. J'avais le DVD de Quand Harry rencontre Sally, mais j'étais tellement perturbé dans mes propos que j'ai oublié de te le montrer avec cette jaquette toute moche, dégueulasse, tu vois. Et en fait, moi je t'ai sûrement montré la jaquette cinéma, l'affiche cinéma qui était culte. Et c'est vrai qu'en DVD, la jaquette était pas terrible. En Blu-ray, elle est pas terrible. Et en fait, je crois que même la VHS, la jaquette, je suis même pas sûr que c'était l'affiche d'origine, quoi. Il y avait que sur le télécassette. Le télécassette, c'était un journal télé. Un journal télé où tu avais des jaquettes de films dedans et tu mettais dans tes boîtiers de VHS et tout. Des films que tu enregistrais, tu vois. Et en fait, là, j'avais cette jaquette du télécassette avec l'affiche du film. Donc, t'avais ce lien avec l'affiche du film que j'ai pas pu aller voir au cinéma, évidemment, parce que c'était un film de 89. Et ce film-là que j'avais enregistré en VHS, que mon pote avait enregistré en VHS, qui avait enregistré sur Canal+. Parce que lui avait Canal+, c'était mon voisin et mon pote à l'époque. Et il m'avait enregistré Abyss, Quand Harry rencontre Sally. Il avait le film d'horreur à la con qui m'avait traumatisé là. J'en ai parlé dans une vidéo d'ailleurs. Et il m'avait enregistré notamment ces films-là, Black Rain aussi, Tremors également. Et c'est vrai que franchement, un petit message quand même à. C'est la. C'est qui ça appartient à qui? Ça appartient à Amazon maintenant ça. Ouais, peu importe, mais j'ai envie de dire, putain, mais sortez-nous la jaquette, l'affiche d'origine, putain, l'affiche cinéma. Si vous pouvez nous sortir en 4K, parce qu'il n'existe pas encore en 4K, donc il y a encore moyen de rattraper ça, de nous le sortir en 4K avec l'affiche cinéma d'origine, s'il vous plaît, parce que ça, c'est juste pas possible, quoi. C'est pas ultra moche, mais c'est naze, c'est nul à chier, quoi. Chier, quoi, c'est quoi ce mauvais goût avec les Blu-ray, c'est une catastrophe. Et là, on a un des premiers Blu-ray Buena Vista. Pourquoi premier? Parce qu'il est il est pas sur une face, il est en double face en fait. Voilà, le film est en double face, donc il fallait retourner le film, le DVD, à la moitié du film pour pouvoir voir la suite. C'était un petit peu comme les laserdiscs en fait. C'est arrivé après les laserdiscs et Buena Vista ont été un peu feignants, je trouve, sur les doubles couches. Parce qu'en fait, tu pouvais mettre des doubles couches. Et il a fallu attendre Armageddon qui est sorti la même année en plus. Il est sorti la même année que L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Et ils l'ont sorti en double couche, donc ce qui a fait qu'il était sur une face. Mais celui-là, voilà, dommage, mais bon. Cette jaquette, cette boîte, c'est juste. C'est de la nostalgie en barre, ça. C'est magnifique. D'ailleurs, il y a mon Blu-ray qui est dedans. Tu vois, j'ai mis mon Blu-ray dans la boîte du DVD. Donc ce film-là, c'est vraiment un film, c'est un chef-d'œuvre. Ce film-là est un chef-d'œuvre dans le genre drame et romance, en fait. Je vais peut-être lire les synopsis, je devrais faire gaffe avec les synopsis, mais bon, je pense qu'on me file là. Alors c'est un film de 98, c'est un drame romance. Voilà, ça c'est moi qui l'ai mis. Profondément marqué par un accident qui a coûté la vie à sa meilleure amie et causé d'irréparables lésions à son cheval, Grace McLean, 14 ans, vit repliée sur elle-même. Elle renonce à lutter contre son infirmité, mais sa mère Annie refuse de s'avouer vaincue. Pour faire court, donc c'est Grace, une adolescente jouée par Scarlett Johansson, qui part à cheval avec son amie et est victime d'un accident de la route avec un camion. Elle se retrouve, amputée de la jambe et son cheval est dans un état pitoyable, mais ils l'ont sauvé quand même. Parce que la mère a dit non, non, vous le sauvez, ouais, c'est pas moi qui décide, ça sera ma fille qui doit décider. Et à un moment donné, elle voit que sa fille est en train de tomber en dépression. Et quand elle revoit son cheval comme ça, elle dit vaut mieux l'abattre et moi aussi, vaut mieux m'abattre aussi. Donc quand elle voit sa fille qui parle comme ça et tout ça, elle dit c'est hors de question, on va pas l'abattre. Et elle va tout faire pour finalement sauver le cheval et à la fois sauver sa fille en même temps. Et elle va téléphoner, se renseigner, appeler un peu partout. Et elle va se rendre compte qu'il y a des chuchoteurs qui arrivent
à parler aux chevaux et à les guérir en fait. À les guérir parce que le cheval est tellement traumatisé qu'il est ultra violent, il est incontrôlable et tout ça. Donc elle veut que ce gars-là vienne. Je crois qu'elle est à New York. Elle veut que ce gars-là vienne à New York pour venir sauver son cheval et tout ça. Enfin, à New York, ça doit être une... Elle doit travailler à New York, mais le ranch doit être un peu à côté. Je sais pas, je connais pas très bien le coin. Peu importe, ça n'a aucune importance. Donc elle veut que ce gars-là vienne la rejoindre pour venir sauver son cheval et, en l'occurrence, sa fille. Sauf que le gars il dit non, je suis désolé, je vais pas me déplacer, machin. En gros, lui il est dans le Montana. Donc le gars il est dans le Montana. Ouais, elle est à New York. Hein. Parce que New York, Montana, ouais, ça fait un bout. De toute façon, c'est tellement immense là-bas. Donc lui il est dans le Montana. Donc un coin, déjà c'est magnifique. Hein. Le paysage est juste magnifique. Bah, si tu connais la série Yellowstone, tu vois à quoi ressemble le Montana. Et bah là c'est pareil, ça se passe dans le Montana. Donc elle voit que sa fille ça va très très mal. Donc elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va partir dans le Montana en voiture avec derrière dans une remorque le cheval complètement incontrôlable et sa fille handicapée avec elle. Elle va l'emmener de force on va dire parce qu'elle va tout faire pour essayer de sauver les deux en fait. De sauver sa fille en sauvant le cheval. Pour elle dans sa tête c'est comme ça. Et son mari qui est joué par Sam Neill. Alors Sam Neill évidemment c'est Jurassic Park et beaucoup d'autres films. Un excellent acteur. Et ben en fait elle a été tuée, elle va aller là-bas en fait. Sauf que là-bas elle va rencontrer ce paysage magnifique et le Montana. Elle va tomber limite amoureux du Montana. Mais elle va tomber amoureux du chuchoteur en question. Joué par Robert Redford. Voilà, elle va tomber sous le charme de Robert Redford. Et etc. Je vais pas te raconter tout le film, toi. Après, il y a une grosse différence entre le bouquin et le film, parce que j'ai lu le bouquin également. Et je préfère, si tu peux éviter de siffler, et je préfère largement le film, parce que je trouve que le bouquin, la fin, elle est pas terrible, terrible en fait. Je trouve que la fin, elle est... Et le gars qui a écrit le bouquin, je trouve qu'il est... je sais pas, c'était un bouquin à succès, et Robert Redford a repris le bouquin. Par contre, Robert Redford a changé beaucoup de choses. Enfin, il a changé certaines choses très importantes, dont totalement la fin. Et je trouve la fin de Robert Redford incroyable. Incroyable. Magique et incroyable. Et la fin du bouquin, mais c'est juste nul à chier. Presque nul à chier, il faut dire. Et c'est une fin totalement expédiée à la con. Donc, si t'as lu le bouquin et que t'as pas envie de voir le film parce que t'as été déçu par le bouquin, je pense que le film va te réconcilier avec l'histoire. Et après, si t'as pas envie d'être déçu par le film parce que t'as aimé le bouquin, ça vaut quand même le coup de le voir. Ce film, il est juste incroyable. Rien que pour les décors du Montana, rien que pour les acteurs. Tous les acteurs sont fantastiques. Donc on a Christine Scott Thomas qui joue la mère de Scarlett Johansson pour Marie, Sam Neill et Robert Redford est le chuchoteur. Et c'est aussi le réalisateur du film, évidemment. Voilà, voilà. Donc l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, c'est un chef-d'œuvre incroyable. Voilà, c'est en 98. J'ai l'impression que ce film-là a été tourné comme dans les années 2000. J'ai l'impression qu'il n'est pas si vieux que ça. Et je vais quand même finir la vidéo en parlant de deux films que je t'ai conseillés et que moi j'ai regardé, que j'ai voulu revoir, que j'avais pas vu depuis tellement longtemps. Donc les deux films c'est Little Miss Sunshine et Éclair de lune. Alors Little Miss Sunshine, c'est vrai que c'est un film très très particulier. Quand je l'ai revu, je me dis putain c'est assez particulier quand même. C'est bizarre, ça m'avait laissé une meilleure impression quand même. C'est une comédie vraiment satirique, enfin je dirais très très dramatique en fait. C'est ça, c'est une comédie dramatique. Hein. C'est très triste en fait. Et la fin c'est une explosion de joie. Ouais, une explosion de bonheur et de joie et c'est ça qui est incroyable. Et en fait, je me suis rappelé pourquoi j'avais quand même ce film, j'avais bien aimé. C'est pour cette fin. Parce que ça reste comme des personnages qui sont pathétiques. Ils sont pathétiques, ils sont tristounés, ça reste quand même, il y a quand même quelque chose d'assez triste et pathétique quasiment tout le long du film. Et, et un peu glauque quand même, un peu, on est vraiment pas dans la comédie. Hein. On est pas, c'est sûr que tu te fends pas la gueule comme un fou. Hein. Tu souris légèrement et tout ça.
Et la fin, c'est comme si à la fin tu décoinces et tout en fait. C'est comme si t'étais malade tout le long du film. T'avais genre mal au pit, t'avais une gastro tout le long du film. Et à la fin t'étais guéri, ça allait beaucoup mieux. Et là t'es libéré, t'es heureux. Bon, c'est une très mauvaise analogie. Oubliez ce que j'ai dit. On va dire que tout le film c'est un peu tristouné et qu'à la fin bah, c'est une explosion de bonheur et de joie. Parce que voilà, tu libères finalement, tu te libères du côté pathétique. Certains personnages se libèrent de leur côté pathétique, de leur tristesse. Et c'est vraiment, c'est rien que même après l'image de fin, avant le générique, et bah elle est rigolote, elle fait sourire, elle fait rigoler. Alors tout le long du film, c'est vrai que putain, c'est quand même, ça tire un peu sur la corde au niveau de tristesse, au niveau ah putain, c'est quand même, ces pauvres gens, ils sont quand même paumés, ils sont tristes et tout, ils sont malheureux. C'est dur quoi, c'est dur. Et en fait, moi, ce qui m'avait marqué, c'est surtout la fin qui te libère de ce calvaire tout le long du film et qui libère le calvaire de ces pauvres personnages, tu vois. Donc Little Miss Sunshine, ouais, je le mettrai pas dans mes films préférés, quand même. Je le mettrai pas dans mes films préférés, mais cette fin est juste incroyable, franchement. Si t'as l'occasion de le voir, pourquoi pas, mais te voilà prévenu. Attention, faut tenir jusqu'au bout. Et là, on a Éclair de lune. Voilà, ça c'est un film que je pouvais que te conseiller. Une romance. Et ce film-là, je m'étais dit, putain, je suis sûr que ce film-là, il irait dans mon top 10, mon top 20. Et je pense qu'Éclair de lune mérite sa place dans mon top 20 des films préférés. Parce que ce film, c'est une comédie à l'américaine, à la new-yorkaise des années 80. Il y a Quand Harry rencontre Sally, et ce film-là d'ailleurs, je pense que c'est peut-être les mêmes années. Ah non, il doit être un peu plus vieux peut-être. Éclair de lune doit être un peu plus vieux. Donc on a cette petite comédie américaine, new-yorkaise, italienne, on va dire. Il y a un côté italien dedans parce que c'est que des Italiens. Et il y a un côté très, je dirais, à la fois très naturel, très doux. Il n'y a rien de violent dans ce film-là en fait. Il n'y a rien de violent. Oh, attention, attention, voilà. Nicolas Cage, comment il se comporte avec Cher, ça va pas plaire à beaucoup de monde, ça c'est sûr. Ah, Nicolas Cage là, attention. Attends, il y en a qui se sont plaints du prince charmant de la Belle au Bois dormant ou de la Blanche-Neige ou je sais pas qui là. Et bah là, ça va pas leur plaire. Hein. Ce qu'a fait Nicolas Cage dans ce film là, ça va pas leur plaire, hein, c'est sûr. Mais ça reste un film doux, agréable, une romance vraiment super. À revoir encore 2-3 fois et là je le placerai dans mon top 1 parce que voilà. Mais il faut que j'essaie de le récupérer apparemment parce que c'est un film qui a beaucoup de succès, même en DVD. Et je suis même pas sûr qu'il soit sorti en Blu-ray d'ailleurs. Peut-être que si, peut-être que non. Donc voilà, j'attends qu'ils nous ressortent ça en 4K, ça serait pas mal. Je le regarde encore 2-3 fois et après je regarde si je le place dans mon top 20. Et ouais, si je te propose des vidéos comme ça, c'est pour pouvoir te proposer des films qui puissent t'inspirer, que tu puisses aimer tout ça. Alors je suis désolé, c'est vrai que je propose des fois des films d'horreur, des trucs comme ça, mais bon, je vais y aller mollo quand même sur certains films. Je pense que je sais qu'il y a des amateurs de films d'horreur. Je vais quand même te proposer du bon, mais pas du trop glauque, pas du trop gore, pas des trucs insupportables. Quand j'en proposerai, mais je pense que j'en proposerai de moins en moins quand même à l'avenir. Parce que Dernier Train pour Busan, ça reste quand même. C'est interdit au moins de 12 ans, donc tu vois, c'est pas super violent. Mais ouais, c'est sûr, c'est moins feel good que quand Harry rencontre Sally. Mais voilà, moi mes vidéos c'est aussi pour ça, c'est pour, voilà, pour te proposer des films et quand j'en ai comme ça des très très bons, très inspirants, putain, vas-y, jette-toi dessus. Toi, Boyhood, c'est peut-être un peu plus dramatique, c'est moins. Un flic à la maternelle, c'est feel good. Hein. Un flic à la maternelle avec Schwarzenegger, c'est super feel good. US Marshall, bon, c'est moins feel good, mais c'est pas glauque pour autant, quoi. Alors, allez, je te laisse, à la semaine prochaine, bye bye.